La première fois que j'ai relu la lettre, mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé un tube de prélèvement sur la paillasse et j'ai dû tout recommencer avant que le médecin de garde ne s'en aperçoive. Elle était pliée en 4 dans la poche droite de ma blouse blanche, celle où je range d'habitude mon stylo et mes étiquettes de code-barre. Pas de nom, pas de signature. Juste une écriture serrée, un peu penchée, comme quelqu'un qui écrit vite pour ne pas se laisser le temps de changer d'avis. Je te regarde fredonner du Piaf à 3h du matin quand tu calibres l'automate, et je me dis que personne d'autre dans cet hôpital ne mérite qu'on se lève plus tôt pour croiser son sourire. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, je suis technicienne de laboratoire à l'hôpital de Vireuil, un établissement de secteur, pas très grand, de ceux où tout le monde finit par tout savoir sur tout le monde, sauf, apparemment, sur qui pouvait écrire une phrase pareille sans la signer. J'ai d'abord pensé à une erreur. Les blouses reviennent de la blanchisserie toutes semblables, empilées dans le vestiaire commun, et il arrive qu'on récupère celle d'un collègue par mégarde. Mais celle-là était bien la mienne, avec la tache d'encre bleue sur le rabat que je traîne depuis des mois et que je n'ai jamais réussi à faire partir. Quelqu'un avait glissé ce mot dans ma poche, à moi, en connaissant un détail que je croyais n'appartenir qu'à mes nuits de garde solitaire devant la centrifugeuse. Ça m'a occupé l'esprit toute la semaine, plus que les résultats d'hémogrammes que je devais valider, plus que la fatigue accumulée des rotations de nuit. Qui, parmi les gens que je croisais chaque jour, m'observait d'assez près pour connaître cette habitude ridicule que je croyais secrète? Il y avait Antoine, l'interne en médecine générale, souriant, bavard, qui s'arrêtait toujours devant la vitre du labo pour plaisanter sur mes horaires impossibles. Il avait ce genre de charme facile qui met tout de suite la puce à l'oreille. Je l'ai observé pendant les transmissions, cherchant un regard trop appuyé, une gêne. Rien. Un soir, dans le couloir après la visite, je lui ai demandé, mine de rien, s'il aimait Piaf. Il a ri. Franchement, Camille, je connais à peine 2 titres. C'est plutôt le genre de ma grand-mère. Il n'a même pas rougi. Fausse piste. Il y avait aussi David, biologiste senior, la cinquantaine, marié, 2 enfants dont il montrait les photos sur son téléphone avec une fierté tranquille. C'est lui qui m'avait formé à mon arrivée, 4 ans plus tôt. Un soir, en salle de pause, il m'a offert un café sans que je le lui demande, et j'ai senti une bouffée de malaise me traverser. Et si c'était lui, cet homme que je respectais, qui glissait des mots dans ma poche derrière le dos de sa femme? L'idée m'a rendue presque malade. Je me suis surprise à guetter chacun de ses gestes avec une méfiance que je ne lui connaissais pas, et je m'en voulais, parce que David n'avait jamais rien fait pour mériter ce soupçon, sinon être gentil au mauvais moment. C'est Élodie, l'infirmière de nuit avec qui je partage le distributeur de café depuis des années, qui m'a fait redescendre sur terre. Un matin, en fin de garde, je lui ai tout raconté, la lettre, mes doutes, cette sensation étrange d'être observée sans savoir par qui. Elle m'a regardé longuement avant de dire « Tu sais, Camille, ça doit être troublant, de se sentir vue comme ça, sans consentement, presque. On aimerait tout être choisi pour ce qu'on est vraiment. Mais est-ce qu'on aimerait autant l'être en secret, sans pouvoir dire oui ou non tant qu'on ignore qui pose la question ?» Sa remarque m'a suivi tout le reste de la journée. Elle avait raison, il y avait quelque chose de troublant, presque déloyal, dans cette lettre. Être aimé sans le savoir, c'était flatteur et inquiétant à la fois, comme un cadeau qu'on n'a pas eu le droit de refuser. J'ai fini par écarter David. Un jour, je l'ai vu glisser dans son propre casier une carte d'anniversaire pour sa femme, avec une écriture ronde et régulière, rien à voir avec celle de la lettre. J'ai écarté Antoine, trop maladroit pour tenir un secret aussi longtemps sans se trahir. Il ne restait plus grand monde parmi ceux que je croisais assez souvent pour justifier une telle attention, sauf Karim. Karim conduisait l'ambulance du secteur, amenait parfois lui-même les prélèvements urgents au labo quand le service était débordé. Je le voyais peu, 2 ou 3 fois par semaine, jamais plus de quelques minutes, échangeant des mots rapides sur l'état d'un patient ou l'heure d'un transport. Il parlait peu, souriait encore moins, et j'avais toujours pensé qu'il me trouvait un peu quelconque, l'une de ces figures du décor hospitalier qu'on croise sans vraiment regarder. Je ne l'avais même pas mis sur ma liste de suspects tellement l'idée me semblait improbable. Un soir de garde, alors que je terminais de ranger les échantillons, il est passé déposer un dernier tube, en retard, la nuit déjà bien avancée. Le silence du couloir, l'écho de nos pas, cette lumière blafarde des néons de secteur. J'ai eu, sans raison précise, l'envie de tester quelque chose. Je fredonnais, sans y penser vraiment, un vieux refrain, celui-là même que la lettre mentionnait. Il s'est arrêté net dans l'encadrement de la porte, 1 seconde à peine. Mais je l'ai vu, ce battement de trop dans son regard, cette façon de détourner les yeux trop vite vers le sol. « Tu la connais, cette chanson ?» j'ai demandé, la voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Il a haussé les épaules, presque piégé. Tout le monde connaît Piaf. Pas tout le monde ne sait que je la fredonne à 3h du matin devant l'automate. Le silence qui a suivi valait toutes les signatures du monde. Il a fini par avouer, debout, les mains dans les poches de son propre uniforme, qu'il passait parfois plus tôt que nécessaire livrer les prélèvements, juste pour ce moment où il pouvait me voir concentrée, sérieuse, chantonnant sans le savoir.
Que la lettre, il l'avait écrite un soir où il se sentait plus courageux que d'habitude, sans trouver le courage de la signer, et qu'il l'avait glissée dans ma poche pendant que je discutais avec Élodie dans le couloir, profitant d'un instant où nos blouses, accrochées côte à côte au vestiaire commun, se touchaient presque. Pourquoi ne rien dire directement? J'ai demandé, un peu en colère, un peu émue, ne sachant plus très bien lequel des deux sentiments l'emportait. Parce que si tu m'avais dit non en face, je crois que je n'aurais plus jamais osé passer par ce couloir avec le sourire. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. J'ai repensé à la phrase d'Élodie, à cette question qui m'avait hantée toute la semaine, est-ce qu'on aime être vu en secret, ou est-ce qu'on préfère qu'on nous laisse le choix? Je crois, en fin de compte, que ce que j'avais aimé dans cette lettre, ce n'était pas le mystère lui-même, mais la preuve que quelqu'un m'avait vraiment regardé, au-delà des gestes automatiques d'une garde de nuit, au-delà de la blouse blanche et des étiquettes de code barre. Le lendemain, j'ai écrit ma réponse sur un morceau de papier plié en 4, comme le sien. Je ne l'ai pas signé non plus, juste pour voir sa tête, et je l'ai glissé dans la poche de sa veste d'ambulancier pendant qu'il rangeait son matériel dans le local technique. Je lui ai simplement écrit que je préférais désormais les phrases dites en face, même maladroites, même tremblantes, plutôt que les mots qu'on laisse au hasard d'une poche. Il est venu me trouver 1 heure plus tard, la lettre à la main, un peu rouge, un peu perdu. « Alors ?» il a demandé. « Alors, la prochaine fois, tu frappes à la porte du labo, et tu me le dis toi-même. » Il a souri, ce sourire rare que je n'avais vu que 2 ou 3 fois en 4 ans, et il a promis. Depuis, il vient toujours un peu plus tôt que nécessaire, mais il ne se cache plus derrière la vitre. Et moi, quand je range ma blouse le matin en sortant de garde, je vérifie encore mes poches par réflexe, non plus par crainte d'y trouver un mot anonyme, mais avec l'espoir discret d'y trouver, un jour, quelque chose qu'il n'aura pas eu le temps de me dire de vive voix. Je me demande souvent si j'aurais préféré ne jamais savoir, garder ce mystère intact plus longtemps encore. Et je n'ai toujours pas de réponse tout à fait sûre, seulement la certitude que ce couloir, cette nuit-là, a changé la façon dont je regarde les poches de ma blouse blanche.